J'invite à cette tribune Sylvie Berman, qui va nous rejoindre, présidente du conseil d'administration de l'IHEDN, ambassadeur de France, Pascal Boniface et Sybille Dubois-Fontaine. S'il vous plaît, vous venez vous installer. Nous allons parler de ce duopole impossible. Est-ce que la Chine et les États-Unis peuvent équilibrer le monde? Est-ce que ce sont des forces qui peuvent, les unes et les autres, se tempérer? Ou est-ce qu'au contraire, nous sommes dans une escalade qui va ne faire que s'accélérer? Vous vous mettez là, les uns et les autres. On va mettre le monsieur au milieu, entre deux dames. Voilà. Et donc, je vais commencer par interroger Sylvie Berman sur ces sujets pour voir un peu le diagnostic qu'elle fait de la relation sino-américaine. Parce qu'on entend beaucoup de choses. D'un côté, on voit une escalade très difficile et donc des inquiétudes importantes. On a vu des événements très importants. La présidente au Parlement américain qui va à Taïwan, on voit un certain nombre de sujets et de rétorsions de part et d'autre, mais on voit aussi des coopérations, que la voiture la plus vendue dans le monde est une voiture américaine qui est produite en Chine. Donc on voit bien qu'il y a derrière quand même beaucoup de coopération. Où est-ce qu'on en est de ce rapport de force-là, sa vérité stratégique, de cette tension entre la Chine et les États-Unis? Est-ce que c'est un duopole impossible? Oui, j'ai peur que ce soit un duopole impossible, effectivement. Mais d'ailleurs, le terme de duopole est très intéressant parce qu'il y a exactement 10 ans, Barack Obama et Xi Jinping se rencontraient à Sunnylands, en Californie. Et c'était une rencontre dite en bras de chemise. Et c'était l'illusion, effectivement, d'une nouvelle entente. Et ça faisait référence au monde d'avant où il y avait eu deux superpuissances et le temps de la Chine était venu. Elle venait d'ailleurs de rejoindre, enfin elle avait rejoint un peu plus tôt l'OMC et surtout elle était devenue la deuxième puissance mondiale devant le Japon. Et en Chine, il y avait une fascination pour les États-Unis, pour Barack Obama. Il y avait des t-shirts à l'effigie de Barack Obama. C'était également la référence absolue. Xi Jinping et Peng Liyuan, et puis Barack et Michelle Obama. Donc il y avait cette proximité, cette image en miroir, et les Chinois en étaient très fiers. Et à l'époque, ils parlaient effectivement d'un G2. Mais les déceptions sont venues très vite, puisqu'il y a eu le pivot de Barack Obama, pivot vers l'Asie, montrant que la Chine était plutôt perçue en fait comme un défi ou comme une menace, et les relations n'ont cessé de se tendre. Alors d'abord avec Donald Trump, et le Financial Times a qualifié de premier acte de la nouvelle guerre froide entre les deux pays, la décision de Donald Trump de bannir Huawei et toute fourniture de microprocesseurs à Huawei. Et c'est le début, en réalité, d'un blocus technologique à l'égard de la Chine. Donc il y a aujourd'hui, je pense, qui peut être véritablement qualifié de guerre froide, sachant que la guerre froide n'a jamais abouti à une guerre chaude, sauf dans le reste du monde, ces guerres qu'on a appelées par procuration. C'est une guerre froide qui porte d'abord sur la technologie, l'intelligence artificielle, le refus que la Chine devienne la première puissance mondiale. Alors, cela dit, il y a aux États-Unis des divergences. Il y a effectivement Tony Blinken, qui est certainement plus modéré que les Kurt Campbell, qui est un des conseillers, et qui avait déclaré que la Grande-Bretagne avait repris le flambeau de la France, qu'ensuite les États-Unis avaient repris le flambeau de la Grande-Bretagne, et qu'il était hors de question qu'aujourd'hui la Chine reprenne le flambeau des États-Unis. Donc il y a cette vision qui est également idéologique, et ça passe encore une fois par cette guerre sur cette compétition pour l'intelligence artificielle. Est-ce que ça veut dire que ça va être débouché sur un véritable conflit et un conflit militaire? Pas nécessairement. Il y a eu ce livre qui a fait beaucoup de bruit, qui est Le piège de Thucydide, écrit par un universitaire américain, disant que c'était la puissance montante qui ne pouvait accepter
Non, la puissance acquise plutôt qui ne pouvait accepter cette concurrence de la puissance montante, donc la Chine, donc rôle de Sparte qui avait peur de la montée en puissance d'Athènes et qui avait débouché sur la guerre du Péloponnèse. Cela dit, bon, il n'y a pas de fatalité dans ce domaine et je pense que d'un côté comme de l'autre, il y a une volonté d'apaiser les tensions. Donc périodiquement, il y a des visites plus ou moins, alors non pas de réconciliation, mais visant à apaiser ces tensions. Il y a eu les visites de Janet Yellen en Chine. Il y a eu également Anthony Blinken, même si sa visite avait été très longtemps différée à cause d'un avion espion qui a survolé les États-Unis. Mais on est quand même dans une période de forte tension. Bon, la guerre commerciale, on en parlera tout à l'heure, mais à la limite, c'est pas grave, c'est de bonne guerre. Cela dit, l'année dernière, les États-Unis ont eu un déficit record avec la Chine, donc ça n'a pas si bien marché que ça, cette guerre des tarifs. Alors évidemment, il y a un sujet qui est très sensible, vous l'avez évoqué, c'est la question de Taïwan. Donc, il y a quelques mois, il y avait une réunion d'universitaires et de politiques américains, et la conclusion, c'est que la Chine allait attaquer Taïwan dans les mois ou dans les années qui viennent. Même réunion à Taïwan, et la réponse, c'est donc 80% pour, même sondage à Taïwan, 3% croyaient à une guerre. Mais les choses ont quand même évolué depuis, et c'est vrai que cette guerre d'agression russe en Ukraine a quand même surpris, parce qu'évidemment, elle n'était pas dans les intérêts de la Russie, mais il y a d'autres facteurs qui sont intervenus. Et la même question se pose dans le cas de Taïwan. Alors, comment, en même temps, assurer la sécurité de Taïwan? Sûrement pas par cette visite qui a été jugée comme une provocation de Nancy Pelosi, qui n'a pas accru la sécurité de Taïwan et qui a permis à la Chine de faire un exercice en grandeur nature. Et je pense que la position européenne est sûrement plus équilibrée, c'est-à-dire maintien du statu quo, évidemment pas d'invasion de Taïwan, pas de déclaration d'indépendance, respect également de la liberté de circulation. Personne ne peut savoir ce qui va se passer, si la Chine interviendra ou pas. Des Chinois, des Taïwanais commencent davantage à se poser la question. Il y a d'autres moyens de mettre la main sur Taïwan que d'attaquer Taïwan, mais en tout cas, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer. Enfin, évidemment, chacun, dans cette compétition, dans cette confrontation, se cherche des alliés. Peut-être pas des alliés dans le cas de la Chine, parce que c'est une notion qu'elle récuse, mais en tout cas un cercle d'amis. Et c'est là, évidemment, que le Sud global, incarné par les BRICS, aujourd'hui est très important, et on voit bien que la Chine est leader. Hier, on a eu l'information que Xi Jinping ne se rendrait pas pour la première fois au G20. Je ne sais pas si c'est définitif, mais pour montrer qu'il y a d'autres enceintes qui sont plus importantes et des enceintes dominées par la Chine. De leur côté, les États-Unis essaieront évidemment d'obtenir une sorte de renvoi d'ascenseur après leur intervention pour aider l'Ukraine, alors qu'ils considèrent que c'est aux Européens de le faire. Et ils vont sommer les Européens de se prononcer et de les soutenir. Et c'est là qu'intervient, mais on en parlera aussi tout à l'heure, cette idée de troisième voie. Si on veut compter dans le monde, encore une fois, pas d'équidistance, comme le dit le président de la République, entre la Chine et les États-Unis, mais en même temps, pas d'alignement sur une forme de croisade. Et c'était tout le sens de sa visite. Et je pense que c'est important dans cette confrontation qui va dominer probablement les décennies qui viennent. L'Europe est évidemment un rôle fondamental à jouer. Ce rôle alors je ne vais pas dire de multi-alignement, qui est le mot d'ordre des BRICS, mais on vit aujourd'hui non plus dans un duopole, même si leur confrontation domine, mais dans un monde qui est multipolaire. Merci beaucoup. Il est vrai que c'est vrai que le G20 sans la Chine, ça
pose un certain nombre de sujets, notamment dans la mobilisation, qui sont les grands enjeux. Je pense au climat, par exemple, où on ne peut pas envisager une action climatique sans la Chine sur ces questions. Pascal Boniface, comment est-ce que vous jugez cette relation? Est-ce que vraiment cette relation sino-américaine est la matrice essentielle de la gouvernance mondiale aujourd'hui? Est-ce que c'est ça qui gouverne aujourd'hui le monde? C'est l'un des clivages les plus importants, avec le clivage The West versus The Rest, qui se superpose, plus ou moins d'ailleurs, sur ce premier clivage Chine-États-Unis. En fait, entre la Chine et les États-Unis, il y a un pacte non écrit qui a très bien fonctionné pendant des années, qui a été brisé. Ce pacte, c'était du côté chinois, je ne conteste pas la suprématie mondiale des États-Unis, et du côté américain, je ne me mêle pas du régime politique intérieur de la Chine. Et tant qu'on était là, finalement, ça s'est bien passé. Lorsque, en 1972, Nixon et Kissinger signent une alliance de fait avec Pékin pour contrer la menace majeure de l'époque, qui est l'Union soviétique, la Chine n'est pas une démocratie et ça n'a aucune espèce d'importance pour Nixon et Kissinger. Ensuite, dans les années 90, Clinton parlait d'un partenariat constructif entre Washington et Pékin, et la Chine sortait de Tiananmen, et donc ce n'était pas une démocratie. Et effectivement, Sylvie vient de l'évoquer, Obama parlait d'un G2, qui était une sorte, et le duopole renvoie au condominium finalement, condominium soviéto-américain, qui n'était pas non plus l'époque bénie, puisqu'il y avait quand même beaucoup de confrontations entre les deux, mais c'était juste limiter l'affrontement, éviter la prolifération nucléaire et éviter qu'une guerre entre alliés ne dégénère en affrontement central entre l'URSS et les États-Unis. Là, ce n'est pas tout à fait un condominium ni un G2, parce que la Chine n'est pas à la tête d'une coalition internationale et les BRICS ne sont pas l'équivalent du pacte de Varsovie. Le poids de la Chine au sein des BRICS est sans commune mesure. Par rapport même, il est bien supérieur au poids américain dans le G7, mais le G7 est beaucoup plus uni et solide que les BRICS, qui sont importants, il ne faut pas le négliger, mais dans lesquels, entre les différents partenaires, il y a beaucoup de différences de situation et de divergences de vues, y compris dans la relation avec l'Occident. Il y a des pays qui sont frontalement anti-occidentaux dans les BRICS et d'autres qui veulent simplement ne plus dépendre de l'Occident et pouvoir jouer sur plusieurs claviers, dont le clavier occidental, c'est le cas du Brésil, de l'Inde, mais ils ne veulent plus être dépendants de l'Occident. Et donc, il n'y a pas vraiment de G2 et on ne peut pas comparer la situation, d'une part parce que d'un point de vue économique, il y avait du temps de la guerre froide 2 milliards d'échanges économiques entre l'URSS et les États-Unis par an. Entre la Chine et les États-Unis, c'est 2 milliards par jour. 2 milliards par jour, avec effectivement un déficit de 400 milliards au détriment des États-Unis. Et le découpling, et il est simplement pas possible entre les deux économies. Ça créerait bien sûr une crise économique en Chine, mais aussi une crise économique aux États-Unis, inflation qui est déjà un problème. Et puis Apple, Boeing ont besoin du marché chinois, pour ne pas parler de Tesla. Tu y as fait référence. Donc non, ce n'est pas possible. Mais il est certain que depuis 2018, la menace chinoise a remplacé la menace terroriste dans le langage sécuritaire américain. Et que s'il y a un des rares points d'accord entre Biden et Trump, entre républicains et démocrates, c'est de ne pas accepter effectivement la montée en puissance de la Chine, c'est de ne pas perdre le statut de première puissance mondiale que les États-Unis estiment mériter, qu'ils estiment être historiquement le leur et qu'ils estiment être mérité non seulement de par leur statut, mais de par leur valeur. Et ils ne veulent pas être remis en cause par une puissance qu'ils estiment non démocratique, même si, une fois encore, il est certain que les États-Unis sont une démocratie, que la Chine n'en est pas une, mais ce n'est pas pour ça qu'ils s'opposent. Parce qu'une fois encore, auparavant, la Chine n'était pas un havre chrétien-démocrate en Asie, et pour autant, il y avait des bonnes relations. Le sort des Chinois était bien pire du temps de Mao que du temps de Xi Jinping. On avait affaire à un pays totalitaire, c'est aujourd'hui un pays autoritaire. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même chose. Mais le vrai changement, c'est qu'en 2001, la Chine faisait 10% du PIB américain, et qu'aujourd'hui, il en fait 75%, et que même s'il y a une crise économique, etc., en Chine, quand même, la tendance, c'est qu'un jour ou l'autre, le PIB chinois dépasse le PIB américain. Et les Américains ne peuvent pas, n'ont pas tellement... ils ont beau opposer barrières commerciales, crise des fournitures, etc. La machine chinoise commence, y compris dans la guerre sur l'intelligence artificielle, les BATX sont du même niveau que les GAFAM. Et il n'y a pas un retard. Et bon, même si
Jack Ma a subi, on lui a fait comprendre que le parti commandait toujours aux fusils et commandait aussi toujours aux grandes entreprises. Ça n'empêche pas le développement technologique de la Chine. Donc il y a un duel technologique, il y a un duel stratégique. Donc il y a deux questions. Il est vrai que ce n'est pas la démocratie qui est en jeu, mais il est vrai que la Chine fait un peu plus peur à ses voisins aujourd'hui qu'il y a quelques années. Il y a certains pays asiatiques qui demandent Philippines, qui demandent une contre-assurance aux États-Unis parce que la plus grande confiance de la Chine en elle-même, le fait de passer de Deng Xiaoping qui disait cacher sa force, attendre son heure, à Xi Jinping qui dit nous serons la première puissance mondiale, ce n'est pas la même chose. Et que même au sein des BRICS, on voit bien qu'il y a à la fois l'attractivité du club, mais que beaucoup de pays ne veulent pas que ça soit, y compris la Russie d'ailleurs, ne voudraient pas que ça soit un club chinois. Et que la Chine doit mesurer à la fois sa croissance stratégique économique et mesurer l'effet que produit cette croissance. Et que Xi Jinping ne se rend peut-être pas suffisamment compte que le discours d'affirmation de puissance qui est très populaire au niveau national peut créer des crispations au niveau international et que c'est donc un élément qui peut servir le discours américain. Bien sûr, la guerre en Ukraine alimente le discours de Biden, alliance des démocraties contre l'axe des pays autoritaires. Mais attention, ce discours existait avant le début de la guerre en Ukraine. Il existe depuis le début du mandat de Biden. Et donc, dès janvier 2021, il l'a dit. Et lors de son premier séjour en Europe, sommet du G7, sommet de l'OTAN en juin 2021, il disait déjà cela avant même la guerre. Donc, on voit bien que ce n'est pas cela. Et que les Américains doivent réaliser que le fait que la Chine puisse se dépasser ne remet pas en cause cela. L'Occident a perdu le monopole de la puissance, il n'a pas perdu la puissance. Quand j'ai commencé à travailler sur la question stratégique, le PIB chinois était 4 fois inférieur, dans les années 80, était 4 fois inférieur au PIB français. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Ça ne crée pas de vertige pour moi. On a encore des atouts à faire valoir et ce n'est pas désespérant, c'est une réalité. Les Américains ne sont pas prêts à admettre cela. Donc, est-ce que la Chine saura mesurer l'effet de sa croissance sur les pays extérieurs et ne pas apparaître comme ne pas avoir tombé dans l'hubris? Ils disent on n'a jamais été un pays colonial, on n'était jamais un pays impérialiste. Ce n'est pas toujours vécu comme cela dans la région et ils doivent maîtriser cela. Et est-ce que les Américains peuvent quitter l'illusion de penser qu'ils ont un levier sur la croissance de la Chine et qu'ils peuvent entraver la croissance chinoise, ce qui n'est pas exact? C'est cela. Et donc, effectivement, la nature des relations, c'est l'avenir du monde, et que là, et je rejoins Sylvie, c'est que l'Europe et la France ont un discours particulier. Nous ne sommes pas au milieu du gué, nous ne sommes pas à équidistance, mais nous ne pouvons pas faire copier notre politique de la politique américaine. Et lorsque De Gaulle, en 1964, a reconnu la Chine populaire, il a reconnu une réalité historique, géopolitique et stratégique. Il a subi des tonnes d'injures, de critiques, notamment venues d'outre-Atlantique et des milieux atlantistes en France. C'était lui qui avait raison de le faire. Et donc, je crois qu'il faut revenir aux fondamentaux. Ce n'était pas approuver le régime chinois, c'était juste reconnaître une réalité. Et donc, on doit en faire en sorte que la France et l'Europe puissent plutôt servir de pont entre les États-Unis et la Chine que de suivre un peu de façon impuissante une politique qui aurait été définie ailleurs qu'en Europe. Merci Pascal, tout ça est très très éclairant. En Sybille Dufour-Fontaine, vous dirigez le comité franchi, c'est-à-dire toutes les grandes entreprises françaises qui sont présentes en Chine, vous les rassemblez et vous faites en sorte de travailler avec elles. Donc, comment les entreprises françaises vivent-elles cette tension? Beaucoup d'entre elles sont présentes aux États-Unis, sont présentes, on va entendre tout à l'heure Cyril Camus, il y a un certain nombre d'entreprises qui naturellement sont présentes sur les différents marchés. Comment vivent-elles cette tension? Comment sentent-elles les choses? Puisqu'on a vu qu'au fond, des grandes entreprises françaises aujourd'hui, notamment les entreprises à forte marge, puisque aujourd'hui notre modèle économique valorise les fortes marges pour financer notre modèle social, et que les entreprises à forte marge, notamment le luxe, se vend beaucoup en Asie. Et donc, on voit bien qu'on a une partie de nos industries qui sont très liées à la croissance asiatique. Donc, comment ces entreprises vivent-elles cette tension internationale qui gouverne le monde? Monsieur le Premier ministre, merci beaucoup. En effet, dans mes fonctions de directeur général du comité franchise, on est un observateur. Une tour d'observation, comme vous l'avez souvent dit, du développement de ces entreprises françaises en Chine. Alors, de quelles entreprises on parle? On parle d'entreprises qui sont des investisseurs en Chine depuis très longtemps,
qui, dès les années 80, se sont installés sur le marché, au fur et à mesure de l'ouverture du marché chinois, donc dans des domaines de l'énergie, puis de l'industrie, puis des biens de consommation, et puis après sont arrivées les entreprises du luxe et puis les services. Donc on a une évolution, et donc ces entreprises, c'est vrai que leur empreinte est très importante en Chine. Alors qu'est-ce qu'elles disent tout simplement? Le constat, il est simple, elles ne peuvent pas choisir. Elles ne veulent pas choisir. Elles se sont développées aux États-Unis très très tôt, c'est bien ancien, mais leur développement en Chine a été assez spectaculaire depuis ces 40 dernières années. Donc elles sont présentes, et aujourd'hui, elles ne veulent pas faire de politique. Elles sont dans la réalité, elles sont dans les mains dans le cambouis, avec des entreprises qui doivent s'adapter à la nouvelle donne du marché économique, de la situation économique en Chine, qui est une situation économique aujourd'hui difficile, beaucoup plus difficile qu'elle ne l'était avant. Mais malgré cela, pour elles, c'est très important. Elles représentent, en général, ces entreprises ont entre 5 à 20-25% de leur chiffre d'affaires mondial fait avec la Chine. Et ça représente aussi une grande part de leurs bénéfices. Et donc, elles doivent s'adapter. Alors, l'adaptation, elle s'est faite, et je pense que c'est une particularité, ces entreprises, elles travaillent sur un temps économique qui est long, et beaucoup plus long que le temps politique occidental aujourd'hui. Et donc, sur ce temps économique long, elles ont dû s'adapter. Alors, si on revient pas trop longtemps en arrière, mais par exemple la période Covid, évidemment, tout cet effet de régionalisation de l'ensemble de l'économie au niveau mondial, les entreprises se sont adaptées. Donc, finalement, sur le marché chinois, elles ont adapté aussi leur voilure par rapport aux besoins, à la taille du marché, à l'évolution de se dire, est-ce que c'est en tout cas, c'est certainement une production chinoise pour la Chine. C'est aussi, dans un certain cas, de la réexportation, mais elles font beaucoup plus attention. D'un autre côté, elles ont, depuis toutes ces années, acquis un certain nombre de bénéfices en renminbi. Donc, il y a des réinvestissements, et ce n'est pas vrai de dire qu'il n'y a plus d'investissement étranger en Chine. Il y a de l'investissement étranger en Chine, et donc elles se sont adaptées. L'autre point qui me semble vraiment fondamental, on pourra parler peut-être, revenir sur la situation économique tout à l'heure, mais c'est que, comme vous l'avez dit, la position française est très particulière dans l'ensemble, je dirais, mondial, et la relation européenne avec la Chine. Et donc la relation, elle est très bonne aujourd'hui entre la France et la Chine. Et donc ça a un impact direct sur l'économie et sur les entreprises. Et même si le dialogue peut être compliqué parce qu'il y a ces données géopolitiques, cette situation économique plus compliquée, de manière micro, au cas par cas, les dossiers, ils avancent. Et on a eu, pourquoi la relation, elle est en fait très bonne aujourd'hui entre la France et la Chine, c'est que dans l'espace des 4 derniers mois, on a eu des échéances politiques extrêmement denses entre la France et la Chine. On a eu Emmanuel Macron qui s'est déplacé en visite d'État en Chine en avril, qui certes est allé là-bas pour parler des grands enjeux géopolitiques avec son homologue Xi Jinping. Ils ont discuté pendant plus de 11 heures, mais sur ces 3 jours de visite, mais surtout, il y a eu aussi d'espace donné aux entreprises. Et il y a eu une délégation très importante de 43 entreprises, d'entreprises aussi plus petites, petites et moyennes entreprises, menées par Business France. Et ces entreprises ont signé de nombreux contrats. Il y a eu, je pense, ce temps économique qui était très recherché, et ça, c'était positif. Et on ressent, après cette démarche de visite d'État du mois d'avril, il y a eu aussi une visite retour du Premier ministre chinois. Ça faisait 8 ans qu'aucun Premier ministre chinois n'était venu en France. Il est venu avec une délégation de ministres extrêmement importante, puisqu'il y avait 5 ministres qui l'accompagnaient, et pas les moindres. Alors on avait évidemment le ministre du Commerce, mais aussi l'Environnement, mais aussi le président de la Commission de réforme et de développement chinoise. Et donc ça a permis à nouveau d'être au contact et d'être dans ce dialogue important. Et je pense qu'aujourd'hui, la dernière échéance, et elle n'est pas des moindres, on n'en a pas beaucoup peut-être parlé parce que c'était l'été, mais fin juillet, Bruno Le Maire est reparti en Chine pour le dialogue économique et financier de haut niveau. Et lors de ces discussions, il y a eu finalement, donc, si vous lisez la déclaration conjointe qui a été publiée, vous avez énormément de sujets qui ont avancé dans le domaine agroalimentaire, dans le domaine cosmétique, dans le domaine aussi aéronautique. Donc,
on se rend compte, et financier, où les services financiers ont vraiment eu finalement pratiquement tout ce que l'on demandait. En ce moment, les entreprises, elles s'adaptent, mais elles doivent profiter aujourd'hui de cette situation pour pouvoir continuer à développer leurs activités en Chine, et puis à être au contact. Je pense qu'on a tous souffert de l'absence de voyage pendant 3 ans avec la Chine. Donc en fait, les gens, les interlocuteurs ont aussi changé. Les gens, évidemment, les Chinois en Chine sont soumis à une certaine parole qu'ils entendent au quotidien. Donc on a besoin d'avoir des contacts beaucoup, beaucoup plus réguliers. Et le business reprend parce qu'on est, comme on en a discuté hier, dans tous ces sujets de crise et de difficultés. Il faut être au contact, il faut être à proximité. Et c'est le rôle que nous jouons aussi aujourd'hui de continuer dans ce dialogue pour les entreprises. Merci de cet éclairage. C'est ce que disent les entreprises. Bon, il est clair quand vous dites que les bonnes relations sont... Les régimes autoritaires présentent cette caractéristique. Quand ils décident d'avoir de bonnes relations, ils ont de bonnes relations. Ce qui veut pas dire qu'en toutes circonstances, ils peuvent avoir... Mais on est dans un contexte aujourd'hui, et c'est quand même très important de bien mesurer qu'on a d'un côté une sorte de China bashing sur le terrain politique, médiatique, d'un côté, et de l'autre côté, que les entreprises, elles, sont dans des phases assez constructives. Alors, il y a une question qui est vraiment posée. La Chine, dans cette situation, doit souffrir quand même, doit comprendre que des inquiétudes qu'elle génère. Pascal disait qu'elle doit mesurer un peu certains aspects de sa propre attitude. Mais on se demande pourquoi, dans ce contexte-là, elle n'aide pas à la paix en Ukraine. Parce qu'au fond, si la Chine bougeait, elle se ferait une image internationale très apaisée, qui pourrait reconquérir ne serait-ce qu'une position en Europe. On voit qu'en Europe, les tensions sont très fortes. Et même si elle ne livre pas d'armes, aujourd'hui, elle apparaît comme complice d'une situation que, naturellement, l'Europe regrette profondément. Est-ce qu'il y a une chance, d'après vous, Sylvie, pour qu'à un moment ou un autre, la Chine dise à Poutine, parce que finalement, elle est la seule peut-être à avoir une force de pression sur Poutine très fort, cette guerre en Ukraine est inacceptable pour le peuple ukrainien, inacceptable pour l'Union européenne. Est-ce qu'on a une chance de voir ce qui pourrait répondre à pas mal de problèmes de la Chine aujourd'hui ? Bon, malheureusement, je ne crois pas. On est ici pour exprimer de l'espoir, mais j'en doute. Et cela pour une raison très simple, non pas parce qu'elle approuve cette guerre. En fait, ça la gêne, justement parce qu'elle n'a pas envie d'être associée à Poutine, parce que ça perturbe les circuits économiques, que ça augmente les pressions sur elle de la part des pays occidentaux. Mais elle a une logique très simple. D'abord, les critiques qui s'exercent contre elle, elle est relativement, enfin je dis relativement, pas totalement indifférente, parce que sa priorité, c'est sa sécurité et son développement. Alors pourquoi, en fait, elle ne lâche pas Poutine ? Tout simplement parce que ils ont un ennemi commun. Et on parlait évidemment de cette relation entre les États-Unis et la Chine. La Chine est l'ennemi numéro 1 des États-Unis. Et donc, il y a un principe intangible, c'est que l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Et dans la mesure où il y a de mauvaises relations, et c'était antérieur à la guerre en Ukraine avec Moscou, eh bien, Pékin ne lâchera pas Moscou, tout en ne livrant pas d'armes, en respectant effectivement les sanctions. Mais ça ne l'empêche pas effectivement de livrer des équipements duals. Et quand on dit en fait que le but de la Chine, c'est d'affaiblir la Russie et de la vassaliser, pas du tout. Elle a besoin d'une Russie forte, pas d'une Russie faible, parce qu'elle sait très bien que dans les équations à venir, le jour où il y aura soit une solution en Ukraine, soit les États-Unis se délaisseront de l'Ukraine, eh bien, ils se tourneront vers la Chine, et la Chine aura besoin, à son tour, du soutien de la Russie. Donc, je pense que c'est aussi simple que ça. Bon, elle a fait effectivement un plan de paix qui n'est pas un vrai plan de paix, même si les Ukrainiens, conscients du poids de la Chine, ne l'ont pas rejeté, parce qu'il y avait aussi des principes, intégrité territoriale et indépendance qui l'intéressaient. Mais elle peut aider à un moment donné, mais c'est pas elle qui ira dire à Poutine, écoute, arrête cette guerre. Bon, il y a eu une ligne rouge, c'est sur le recours au nucléaire et les menaces sur le nucléaire. Pascal, vous parlez souvent du gaulo-mitterrandisme. Dans le gaulo-mitterrandisme, il y a quand même cette distance un peu avec les États-Unis.
Donc, comment vous jugez les relations avec les États-Unis? On dit souvent alliés mais pas alignés. On voit bien qu'il y a quand même là un certain nombre de sujets qui sont posés. On voit bien que c'est notre camp, c'est le camp des démocraties. Il y a des relations de fraternité historique et politique. Néanmoins, on voit que nos intérêts, peut-être même sur l'avenir de l'Europe, nos intérêts ne sont pas identiques, ne sont pas superposables. Comment construire une relation avec les États-Unis adaptée à nos intérêts politiques, mais aussi économiques? Oui, pour reprendre cette formule de alliés et non alliés, nous sommes alliés. D'ailleurs, par rapport à la guerre en Ukraine, il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre les positions françaises et des États-Unis. C'est clair, c'est net, il y a une solidarité. On n'a pas eu la même attitude dans le passé, mais dans le présent et dans le futur, on a la même attitude. Mais ceci étant, il ne faut pas être naïf, nous sommes alliés, mais sur le point de vue économique, nous sommes souvent en compétition. Et l'Inflation Reduction Act, le président de la République en a parlé, est quand même quelque chose qui est relativement attentatoire aux intérêts économiques européens, que ce n'est pas la Chine qui a une législation extraterritoriale et qui peut condamner nos entreprises à des amendes s'ils ne respectent pas la législation nationale. Donc on est effectivement... Le tout, c'est de savoir... La France a été d'ailleurs à chaque fois le meilleur allié des États-Unis lorsqu'elle était indépendante. C'est parce qu'il prend ses distances que De Gaulle peut être le plus utile lors de la crise du mur de Berlin ou de la crise de Cuba. Et c'est parce que Mitterrand prend ses distances qu'il est le meilleur allié lors de la crise des euromissiles en 83. Et Jacques Chirac a été à la fois le premier chef d'État occidental à se rendre à New York après les attentats, mais et vous étiez Premier ministre à l'époque, la sagesse de refuser la guerre d'Irak en étant à la fois lucide et courageux. Et donc c'est toujours, une fois encore, en plus, quel est l'intérêt de la France? C'est pas de copier la Grande-Bretagne, de vouloir être... Pour Tony Blair, c'est clair, il veut être le premier. Il dit il faut que le premier coup de fil d'un président américain soit pour le 10 Downing Street. Et c'est pour ça qu'il était contre la guerre d'Irak, mais il l'a approuvé pour ne pas couper les liens. Ça n'a pas beaucoup servi, le Royaume-Uni. Donc nous, on a un ADN géopolitique qui est un peu différent. Et c'est aussi comme cela qu'on est perçu, puisqu'il y a le très haut responsable brésilien. C'est cet ADN différent qui fait que la France est perçue différemment dans des pays comme le Brésil. On pourrait parler de l'Inde, de l'Afrique du Sud, voire de l'Arabie Saoudite, puisqu'il y a aussi notre ambassadeur là-bas, que les autres pays européens. C'est cet avantage-là. C'est pas pour le plaisir. Disons que l'obsession française n'est pas de critiquer les États-Unis, c'est d'être nous-mêmes parce que ça nous donne un poids supérieur à notre poids réel. Et donc, il faut continuer à jouer ce rôle-là parce que ça nous valorise. Et une fois encore, la France est d'autant plus forte et remarquée dans le monde lorsqu'elle est porteuse d'intérêts qui la dépassent et lorsqu'elle se fait la voix de ceux qui n'ont pas le droit à la parole sur de nombreux sujets. On est effectivement une puissance globale, une puissance moyenne d'influence globale, mais on est légitime à agir sur l'ensemble des dossiers à condition de savoir construire des coalitions et de jouer notamment la carte du multilatéralisme. Un mot peut-être par rapport à la question, si je peux me permettre, sur la Chine et la guerre. En fait, même si la Chine demandait à Poutine d'arrêter la guerre, Poutine ne peut pas obéir aux Chinois parce que c'est sa survie qui est en jeu. Mais je pense aussi que si au début la guerre gênait la Chine parce que ça augmente le prix des matières premières et qu'elle aime bien l'ordre et pas le désordre et qu'en aucun cas elle a approuvé cette guerre, là pour l'instant, le jeu qu'elle peut jouer, c'est d'aller un peu partout dans les pays du Sud en disant « nous on a fait un plan de paix que Zelensky... » Si la France avait proposé le plan de paix chinois, le président Macron se serait injurié par Zelensky. La Chine a proposé un plan de paix qui n'est quand même pas très favorable à l'Ukraine et Zelensky n'a rien dit. Et donc la Chine peut aller dans les pays du Sud pour dire nous on est pour la paix comme vous, on a un plan africain de paix qui est à peu près pareil, l'Indonésie, le Brésil ont des plans de paix. Par contre, ceux qui continuent la guerre, ce sont les États-Unis en alimentant la guerre par la livraison d'armes. Et ce discours dans le Sud compte beaucoup. Et donc, il y a vraiment urgence. Il faut faire attention aux distanciations Chine-États-Unis, mais aussi, c'est une préoccupation, le président de la République l'a reconnu dans son discours lundi devant les ambassadeurs, que de faire attention à ce que ce fossé The West versus the Rest ne s'élargisse pas. Et là, la France a justement, c'est son ADN de jouer le pont entre ces deux notions, parce qu'elle est à la fois, du fait du gaulo-mitterrandisme, c'est à la fois un pays occidental, indéniablement, mais elle n'est pas que cela, indéniablement également. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas, dans cette question-là, parce qu'avec les États-Unis, on voit bien que la situation est complexe. Moi, je me souviens, puisque à Matignon, au moment de la guerre en Irak, j'avais comme partenaire quasiment quotidien Berlusconi, Aznar et Tony Blair, qui tous les trois choisissent les États-Unis. Tous les trois se font gueuler vertement par Chirac avec une vigueur incroyable.
Et tous les trois, 6 mois après, me disent qu'ils n'ont rien obtenu. Ils ont fait un acte fort en direction des États-Unis, et même Tony Blair n'a eu que des ennuis sur cette affaire-là. Il n'y a aucun bénéfice politique pour ces 3 pays qui ont lâché la France et l'Allemagne sur cette affaire de l'Irak. Donc, les États-Unis ne développent pas forcément toujours une forme de gratitude vis-à-vis de ceux qui les tiennent. Mais on voit bien que nous sommes dans une circonstance où, politiquement, surtout quand on compare avec la Chine, on a des proximités évidentes avec les États-Unis. Est-ce que notre intérêt serait pas, plutôt que de jouer les questions de l'Ouest et de l'Occident, de jouer la question de la démocratie et de se dire qu'au fond, ce que nous défendons, nous, c'est un système démocratique et qui n'est pas le système de l'Ouest, puisque le Japon, puisque la Corée, puisque le Brésil, puisque l'Inde, quand le président de la République invite le Premier ministre indien au 14 juillet, c'est pour montrer qu'il y a des proximités de systèmes politiques et que même chez les BRICS, nous pouvons avoir des alliés. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, au fond, des initiatives à prendre pour défendre le processus démocratique, que finalement, même d'une certaine manière, les Chinois, Sylvie, Chinois que vous connaissez bien, ils acceptent sans doute plus qu'on défende notre système, ils défendent le leur, et qu'ils comprennent qu'on défende la démocratie. C'est pas leur système, et ils font des efforts pour améliorer le leur, on fait des efforts pour améliorer le nôtre. Chacun travaille pour son système. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire? Ce front qu'a lancé Biden, qui était une belle idée, ce front des démocraties, il l'a mis dès le départ contre la Chine. Mais au fond, c'est faire en sorte que le modèle démocratique devienne de plus en plus un modèle attractif, que les pays du Sud s'intéressent à la démocratie. Aujourd'hui, on voit bien que nos démocraties ne sont pas très attractives et que finalement, les gens se disent que les régimes autoritaires ont des résultats aussi forts que les régimes démocratiques. Donc, notre force aujourd'hui n'est pas très attractive. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là à conduire, plutôt que de se laisser enfermer dans cette image de l'Occident en permanence, qui est affiliée directement aux Américains, plutôt repartir à nos racines athéniennes et de dire que finalement, notre vraie identité, c'est la liberté, c'est la démocratie, c'est ce système-là que nous voulons défendre pour l'améliorer. Sylvie, est-ce que c'est un discours qui se tient ? C'est notre système, ce sont nos valeurs, et nous avons raison évidemment de les défendre. Maintenant, vouloir les imposer aux autres, c'est beaucoup plus compliqué. Tout à l'heure, Jean-Yves Le Drian disait « Ne parlons plus de valeurs, parlons de principes ». On pourrait même parler de droit international, de droits humains, mais finalement, je pense que les principes, c'est une bonne formule, parce que les principes et les droits sont universels. Les valeurs, non. Et au moment de la crise du Covid, par exemple, tous les pays asiatiques, et pas seulement la Chine, donc ça n'avait rien à voir avec leur régime, critiquaient les Occidentaux pour notre individualisme, parce que c'est comme ça qu'ils traduisaient cette importance donnée à la liberté individuelle. Bon. Et alors, est-ce que finalement la valeur du groupe, de la communauté, est quelque chose de mauvais en soi ? On peut se poser la question. C'est pour ça que je suis d'accord avec ce qu'a dit Jean-Yves Le Drian. La démocratie, ça ne s'impose pas. Si c'est du soft ça power, peut se défendre. On le défend, on protège, on valorise, mais on n'impose pas. Oui, mais qu'est-ce qu'on a voulu faire? Enfin, qu'est-ce que les Américains ont voulu faire en Irak? Imposer la démocratie. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire en Afghanistan? Imposer la démocratie. Qu'est-ce qu'on a voulu faire en Libye? Imposer la démocratie. Quel a été le résultat? Ce sont des États qui ont éclaté et en plus qui ont conduit finalement à une diffusion du djihadisme et du terrorisme. Donc je crois qu'il faut être prudent avec cela. La France s'était opposée d'ailleurs à cette initiative, en particulier Hubert Védrine qu'on entendra tout à l'heure, à l'initiative de Madeleine Albright, qui était la première communauté des démocraties, c'est-à-dire en l'imposant. Et puis qu'est-ce que c'est qu'une démocratie? Si vous regardez l'Inde aujourd'hui, il y a certes des élections, mais il y a quand même des violences ethniques, religieuses qui sont très fortes. Ensuite, nos démocraties, elles ont souffert de l'énorme crise aux États-Unis avec l'attaque du Capitole et avec Trump. Et comme vous le dites, les démocraties telles qu'on les voit aujourd'hui, avec les troubles, avec le Brexit, avec les émeutes également qu'il y a eu en France, ne sont pas aussi attractives qu'on peut l'imaginer. Donc défendons nos valeurs chez nous, défendons-les en Europe, ce qui est chez nous aussi, et on sait bien que même en Europe, il y a des pays qui ne respectent pas totalement les principes de la démocratie.
Mais essayons de trouver un modus vivendi avec 193 pays membres du Conseil de sécurité qui ne sont pas des démocraties libérales, loin de là. Et est-ce qu'on peut alors avoir de l'influence si on n'est pas attractif? Est-ce que les démocraties peuvent avoir de l'influence si elles ne sont pas attractives? Est-ce que leur premier travail, ce serait de travailler leur attractivité? Et c'est vrai que la démocratie, ce n'est pas un produit ni instantané ni d'exportation. Donc c'est un processus interne. Et quand on veut imposer la démocratie, il y a tout de suite un réflexe patriotique, national, et les régimes autoritaires dénoncent les interférences de l'extérieur pour, au nom d'un patriotisme réel ou supposé, se défendre. Donc pour faire progresser la démocratie, il faut des contacts avec la société civile. Il faut effectivement, par le biais des fondations, par le biais des diplomates, dont c'est le travail aussi d'aller voir pas que les gouvernements, mais les opposants, les ONG, les associations. Donc c'est par l'exemple et par la vertu, plus que par l'injonction et la condamnation qu'on fera progresser l'idéal démocratique dans le monde. En même temps, qu'est-ce qui détermine ce qu'est une démocratie? Est-ce que le coup d'État au Gabon est un coup d'État antidémocratique? Non, en réalité. Et donc, il y a quand même 50 nuances de démocratie. C'est très, très... Qui juge les juges? C'est très compliqué. Donc, et par ailleurs, Biden lui-même, dans son alliance des démocraties, avait enrôlé... En fait, c'était l'alliance des pays anti-chinois, plus que l'alliance des démocraties. Donc, et du temps de Madeleine Albright, c'était l'alliance des pays anti-russes, plus que l'alliance des démocraties. Donc, mais c'est vraiment par l'exemple, et sommes-nous toujours exemplaires? Pas toujours. Et donc, plus on sera exemplaire, plus on sera attractif. C'est comme cela qu'on fera progresser, parce que les peuples ont soif de démocratie. Mais trop souvent, et notamment en Afrique, et Jean-Yves y a fait allusion, c'est que la démocratie, maintenant, en Afrique, elle est associée avec mauvaise gouvernance et corruption. Donc, ce n'est pas le meilleur. La bonne gestion est aussi la façon de faire progresser la démocratie. Merci beaucoup à nos trois intervenants sur ces sujets.